Bonjour à tous. Donc en présentation, Christian Levaux, je suis responsable du marché de l'agriculture sur le département de l'Aisne, donc dans le nord de la France, et accessoirement fils d'éleveur laitier, d'ancien éleveur laitier. Le département de l'Aisne, c'est, après être l'un des plus gros producteurs de blé et betterave, c'est aussi un département avec une zone d'élevage qui est située au nord-est, la Thiérache, une zone de production essentiellement basée sur la production laitière. Le constat qu'on peut faire dans cette région-là, parce que c'est pas une grande région, mais quand même une région bien spécialisée en production laitière, ça a été déjà évoqué ce matin, on a une diversité de types d'élevage importante, tant en termes de taille qu'en termes de performance technique. Et je pense que la notion de performance technique a peut-être pas encore été, elle était soulignée, mais peut-être pas encore suffisamment. Et je pense que dans un métier que je fais depuis une trentaine d'années, d'accompagnateur en tant que financeur de l'agriculture, la taille de l'entreprise, c'est un point important, mais sa performance l'est tout autant. Et ça a été dit par M. Souris, pour bien transmettre une entreprise, encore faut-il qu'elle soit performante et qu'elle ait encore de l'avenir devant elle. Une entreprise qui est en difficulté, la transmission est en partie compromise. Ça, je pense qu'il faut le dire. Donc c'est pas, enfin, l'aspect taille, c'est quand même un élément. On y reviendra au niveau des conditions de travail, mais il y a surtout aussi l'aspect performance. Toujours sur la rubrique du constat, effectivement, on voit depuis quelques années, j'ai pas remonté à 10 ans, hein, sur 3-4 années de temps, on est passé de 17% d'installations à 10% des installations en élevage dans le département. Hein, aujourd'hui, on est à une cinquantaine d'installations aidées ou non aidées, 6 installations en élevage. Donc ça, sur un département qui a quand même partie élevage laitier, et on a quand même quelques troupeaux de vaches allaitantes, mais qui sont quand même souvent un atelier annexe de l'atelier grande culture. Alors, au niveau des freins de l'installation, je l'ai dit déjà, je vais parler des freins, mais je vais aussi parler des opportunités, rassurez-vous. Les freins à l'installation, c'est la performance de l'entreprise. Je le répète, on a dans cette zone thiérachienne des entreprises qui fonctionnent tout à fait bien, et on en a qui sont, entre guillemets, à la ramasse. Donc là, je pense qu'il faut déjà, au niveau on a parlé de ça, de présence de syndicats, de chambres d'agriculture, etc., je pense qu'il faut une mobilisation des... Alors, je ne sais pas si on peut parler des pouvoirs publics, mais enfin de tout. Enfin, vous parliez d'un institut technique qui permet de... On a des gens qui mériteraient d'être accompagnés pour sauver une entreprise et pour pouvoir la transmettre. Si on ne la sauve pas, elle n'existera plus demain. Alors non seulement elle n'existera plus, mais là aussi, quelque chose de relativement nouveau depuis l'abandon des quotas, c'est que sur le marché, elle n'a plus de valeur. Donc un éleveur laitier dont l'entreprise va mal, non seulement il ne pourra pas la transmettre à des successeurs, mais il ne pourra même pas la négocier au niveau du marché, parce qu'une entreprise de petite taille qui ne fonctionne pas, elle ne vaut plus rien. Il y a encore quelques années, elle valait le prix d'un achat de droit à produire, le quota. On mettait X francs ou euros au litre de lait, c'est fini ça. On a des exploitations qui sont à céder, qui ne trouvent pas repreneur. Parce que installation vétuste, petite taille, bref. Donc ça, c'est quand même un élément important. Et ça, pour moi qui suis actionné, c'est une première de voir dans le département de l'Aisne des exploitations qui deviennent incessibles. Donc ça, c'est le... Alors, au niveau de... Le constat, c'est que pour parler donc des exploitations performantes, la problématique, on en a parlé, c'est les capitaux. Une exploitation, et Jean-Marie Gilardot le disait tout à l'heure, il vaut mieux reprendre une exploitation qui coûte cher, mais enfin qui est en bonne santé, qui coûte, plutôt que d'avoir tout à faire parce que ça peut encore coûter plus cher. Mais souvent, la problématique qu'on a sur l'agriculture, que ce soit dans le monde de production laitière, mais aussi céréalier, hein, il faut le dire, c'est que la valorisation de l'entreprise agricole
contrairement à la valorisation d'une entreprise tout court, n'est pas en rapport forcément avec sa rentabilité. Et ça, pour un banquier, c'est quand même un poids important. Un entrepreneur en dehors de l'agriculture, il a une notion, un mot qu'il utilise 10 fois par jour, c'est la notion de retour sur investissement. 7-8 ans, point. En agriculture, quand j'ai commencé il y a 30 ans, on finançait des prêts d'installation sur 9 ans. On est arrivé sur 15 ans et c'est pas suffisant. On fait pas tout. Donc on a le problème, mais c'est bon, c'est tout, c'est un constat. Je ne dis pas que l'exploitation agricole elle vaut trop cher, mais elle vaut en élevage laitier souvent 2 fois sa valeur de rentabilité. En grande culture, alors là ça peut aller de 2 à 3, 4 fois la valeur de rentabilité. Ça c'est le marché, c'est les agriculteurs qui font le marché. Bref. Donc ça veut dire que pour revenir à l'aspect accompagnement du banquier, par le banquier, il y a une notion au niveau de la transmission des exploitations. Tout à l'heure on parlait des relations père-fils, enfin à l'instant. Je pense que bon, pour côtoyer ce milieu-là depuis 50 ans, parce que j'y suis né, je pense qu'il n'y a pas plus de problème entre un père et un fils qu'entre 2 frères. Parce qu'il peut y avoir des engueulades, mais ça passe. Entre 2 frères, il y a les collatéraux, mais il y a surtout les pièces rapportées qui peuvent parfois venir compliquer les relations, même si parfois elles sont en dehors de l'agriculture. Donc moi, je n'ai pas d'a priori en termes d'entente père-fils, et d'ailleurs, de toute façon, ça devient une réalité du quotidien, où de plus en plus, on a parlé de report de l'âge de la retraite. S'il faut attendre que son père ait 70 ans pour reprendre l'exploitation, ça veut dire qu'on s'installe à 40 ans. Donc il va bien falloir que ça rentre dans les mœurs, qu'on va faire une partie du chemin ensemble. Et d'un point de vue capitalistique, je pense que ce ne sera pas plus mal, parce que si la vie d'un exploitant agricole au niveau de la transmission, c'est de construire un patrimoine, de le faire grossir, et d'un seul coup de demander à un jeune en 15 ans de temps de racheter 40 ans d'activité, c'est simplement pas possible. Donc je pense que plus il y aura de chevauchement entre intergénérationnels, mieux la transmission se déroulera, ou moins difficilement elle se déroulera. On voit trop aujourd'hui de capitaux mobilisés pour la reprise de l'outil qui étouffe l'outil de tout développement pendant 15-20 ans. Éventuellement, qui peuvent le mettre en difficulté parce que l'addition est lourde, et des années comme on vient de passer en 2016, en 2009, etc., des reports d'échéances comme on l'a fait au niveau du Crédit Agricole, on ne peut pas les faire tous les ans. Donc ça, c'est quand même, je pense qu'il faut qu'on s'habitue demain à avoir une agriculture avec 2 générations et puis peut-être un jour, celle qui partira, elle sera remplacée non pas par le fils, mais par le petit-fils. Et ça, j'y crois. C'est le type de transmission d'entreprise tout court, où il y a plusieurs générations au capital. Et puis peut-être aussi, moi ce que je pressens et qu'on voit déjà sur des structures de taille correcte, c'est pas forcément toujours vendre toutes les parts de société. La personne qui part, elle peut rester associée passif. Et c'est le banquier qui parle, au lieu d'avoir de l'argent placé en banque, il l'a placé dans son entreprise, dans l'entreprise de ses enfants. Et ça évite aux enfants de devoir se recultiner un emprunt supplémentaire qu'ils ne pourraient pas assumer et de devoir le recapitaliser, et pour, à la fin de la capitalisation, de dire « Tiens mon fils, ce que tu m'as donné, je te le rends en héritage ». Ça fait pas vraiment avancer le schmilblick. Donc voilà un peu le constat. Donc il y a cette notion de poids de la valorisation de l'entreprise par rapport à sa valeur de rentabilité ou valeur de rendement, qui n'est pas, et c'est pas une nouveauté, mais c'est quelque chose qui perdure. La notion de valeur d'exploitation en difficulté qui ne trouverait pas successeur, où là cette notion de valeur patrimoniale, elle a fondu comme beurre au soleil. Ça c'est quand même une nouveauté. Et ça, en tant que banquier, on y fait attention aussi, parce que combien de temps on a entendu en agriculture, il n'y a pas de risque, vous êtes frileux, etc. Pas tant que ça, parce qu'une entreprise agricole, on en voit certaines qui peuvent effectivement avoir une valeur proche de zéro sur le marché.
J'en viens au niveau, et ça a été évoqué il y a plusieurs fois dans la journée, au niveau des freins et des choses qu'il faut prendre en considération par rapport à la transmission des exploitations en élevage. Donc il y a cette notion de capital, mais il y a effectivement les conditions de vie et de travail. On est de plus en plus face à des nouvelles exploitantes ou nouveaux exploitants dont les conjoints ne sont plus forcément dans l'exploitation. Ce n'était pas le cas de la génération de mes parents où ma mère et mon père, ils ont fait route ensemble du 1er janvier au 31 décembre pendant 40 ans. Pas de week-end, pas de congé, mais c'était normal, ils bossaient ensemble. C'est fini ça. Donc pour avoir une vie normale, ça veut dire qu'il faut avoir une taille d'entreprise, à mon avis, qui soit suffisante pour avoir les moyens de se faire remplacer, voire de partager du capital et d'avoir 2 chefs d'exploitation. Alors pas forcément, je ne suis pas le pro-société, mais je pense que dans l'avenir, ça risque quand même d'être faire partie des incontournables. Capacité à s'adapter et compétences. Ça, je pense que on a aussi encore trop de disparité entre deux structures d'exploitation avec 2 exploitants qui malheureusement ne donnent pas les mêmes résultats. Parce que techniquement, en termes de gestion d'entreprise, il y a des choses qui ne vont pas. Une fois qu'on a dit ça, en conclusion, j'allais dire, une fois quand on voit capital d'exploitation, conditions de vie, rentabilité, on arrive sur des tailles d'entreprise où, dans le bilan d'une entreprise, vous savez, dans un bilan, il y a 2 colonnes. Je ne veux pas être très technique, hein. Il y a l'actif, c'est tout ce qu'il y a dans l'entreprise, et le passif, c'est ce qui finance l'entreprise. En général, dans le passif, il y a 2 grandes lignes. Il y a les capitaux propres, donc c'est les capitaux du chef d'entreprise, et il y a la dette bancaire. Je ne parle pas des dettes fournisseurs, parce que le fournisseur, normalement, c'est pas un banquier. Il risque d'y avoir, dans les années à venir, et on commence à le voir, comme l'agriculture d'entreprise, et ça a été dit dans le scénario numéro 4. Alors, je ne parle pas de ferme-firme, mais peut-être que les 4 scénarios, ce ne sera pas 4 différents, ce sera un cumul. Il y aura un peu des 4. Effectivement, on peut et on aura de plus en plus, à mon avis, des apporteurs de capitaux. Alors, famille au départ, les parents qui s'en vont, mais qui ne s'en vont pas tout à fait parce qu'ils restent au capital, et peut-être des porteurs de capitaux qui viendront, alors pas forcément au niveau du capital de l'entreprise, mais j'allais dire en milieu de bilan, sur une forme d'obligation. Prêter de l'argent à un meilleur taux que propose le banquier, forcément, parce qu'il y a du risque, mais avec une obligation de remboursement qui ne soit pas amortissable. C'est-à-dire qu'en fait, on prête pendant 7, 8, 10 ans, et dans 10 ans, comme une obligation, elle arrive à son terme, et là, on aura laissé 10 ans au chef d'entreprise pour soit amasser des capitaux, ou soit en retrouver d'autres sous forme d'emprunt bancaire. Et ça, je crois que là aussi, il faut qu'on l'intègre dans notre raisonnement de financeurs. Désormais, on ne sera plus que... Actuellement, il y a le chef d'entreprise et sa banque, ou ses banques. Demain, il y aura le chef d'entreprise, ses banques et d'autres acteurs. Et ça, il faut qu'on l'intègre. Et ces autres acteurs ne sont pas des concurrents de la banque. C'est des gens qui viennent finaliser, boucler un plan de financement. Et on commence à voir des gens des structures de portage, des fonds d'investissement, alors qui sont encore des structures relativement jeunes. On a parlé du portage de foncier. On a des gens qui sont intéressés par le portage de foncier. On a de plus en plus de projets de méthanisation qui représentent quand même des montants importants. Il y a quelques années, on parlait de centaines de milliers d'euros. Maintenant, on parle de plusieurs millions d'euros pour une unité. Quand on parle de millions d'euros, même de centaines de milliers d'euros, il n'est pas anormal que le banquier, lorsqu'il doit intervenir au financement d'un investissement, qu'il demande un peu d'apport en autofinancement. Alors quand on ne l'a pas, on ne l'invente pas. La solution d'acteurs, d'investisseurs au capital ou obligataire, peut être une solution. Voilà
je vais dire en synthèse ce que j'avais à vous dire.